Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace, édition du 2 février 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. Une fois de plus à l'animation, Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza, pour parler de ce qui a été une fin de semaine assez, mais mon Dieu, assez chaotique dans le monde du sport, plus particulièrement du basketball. Vous en doutez sûrement qu'on va jaser de l'échange impliquant Luka Doncic et Anthony Davis juste avant de se rendre là. Juste prendre 5 secondes pour souhaiter un joyeux anniversaire à Pop qui est officiellement dans le Big 3-0. Let's go! 30 ans, ça ne me change rien dans ma vie. Mais je constate en ce moment même que c'est pas à soir que je vais battre les allégations de Hunk officiel du podcast avec ça. Fait que life goes on, baby. Let's fucking go. La trentaine, ça commence wild avec les gars. Est-ce que je vais lancer l'épisode de même avec la question qui tue? C'est-tu l'échange la plus wild que vous avez vu, tout sport confondu de votre vivant? Honnêtement, j'aimerais dire oui. Tu sais, comme, ouais, de base pour les morceaux impliqués, les joueurs impliqués dans cet échange-là. Mais c'est aussi que. Y a-tu du monde qui s'attendait à ça? Fuck Man, off! Tu sais, on se retrouve il y a 8 mois ici, OK? Les Mavericks de Dallas qui sont en finale de la NBA sur le dos d'une série éliminatoire monstre de Luka Doncic. Puis on se dit, hey, écoute, il pourrait très bien être de retour l'année prochaine. Tu sais, c'est encore un bon groupe. Bon, puis on est allé chercher Klay Thompson durant la saison morte. Quelqu'un qui a gagné des championnats à Golden State. Quelqu'un qui a l'ADN puis qui va très bien se mélanger à cet alignement-là. Et 8 mois plus tard, on est là aujourd'hui, puis Luka Doncic n'est plus un membre des Mavericks de Dallas. Puis Félix, j'ai envie de te relancer un petit peu là-dessus aussi, mais tu sais, justement, du fait que personne s'en attendait. D'après toi, là, à quel point est-ce que l'organisation haïssait Luka? Man, puis c'est drôle parce que quand j'ai vu cet échange-là, puis évidemment, sur le coup, je pense que moi, j'ai lâché mon sel 10 minutes hier. Hier soir, j'ai lâché 10 minutes, puis évidemment, c'est pendant ces 10 minutes-là que l'échange est arrivé. Puis moi, ce qui par le passé, on avait entendu parler comme quoi il y avait des petits problèmes peut-être un peu entre Luka et les Mavericks. C'était juste rien de très, très grave, là, mais tu sais, des petites inquiétudes par rapport peut-être au conditionnement physique de Doncic et tout, puis de tout ça, de son pas son commitment, là, mais de à quel point il était dédié à tout ça, puis Juste être un professionnel. C'est ça, c'est son professionnalisme, c'est ça le mot que je cherchais depuis tantôt. Mais de là à échanger Luka Doncic, qui est, selon moi, un des 3 meilleurs joueurs de la NBA, c'est complètement absurde de faire ça un début février, en pleine mi-saison. Tu sais, à la limite, ça arrive pendant la saison morte, c'est fou, tout le monde capote, mais en plein milieu de la saison, c'est jamais le genre d'échange que tu vois tout court, mais en plein milieu de saison, encore moins. Moi, c'est l'échange le plus surréel que j'ai vu pour les noms qui sont impliqués, pour le timing, pour le fait que ça a l'air d'être un échange que tu ferais à 2K. En fait, qui passerait même pas à 2K, là, mais hey, Luka Doncic avec les Lakers, Mio, tu fais souvent ta joke de Photoshop, là. Ben, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la fois. Les fans des Lakers n'ont pas eu le temps de faire un Photoshop de Luka Doncic parce que personne s'en attendait. Pas même les fans des Lakers. Je pense que même les fans les plus fous de l'équipe n'ont même pas eu le temps de penser au fait que Luka Doncic allait rester à Dallas. Je veux dire. Tu sais, avec l'état-major qui était en place dans le temps avec Mark Cuban, puis Dirk Nowitzki qui est encore relativement impliqué dans les affaires de l'équipe. Tu dis, ben, tu sais, joueur européen, puis c'est sûr que c'est le genre de gars qui va rester là. Il a été mentoré par Dirk Nowitzki à sa dernière saison. Hey, que tu demandes à Jason Kidd, que tu demandes à Rob Pelinka, que tu demandes à Mr. Dupont, le nouveau gouverneur des Mavericks. Chacun d'entre eux ont fait... Attends, c'est une joke, là? Ouais.
T'offres Luka Doncic? Ouais. C'est fou. C'est complètement fou. Puis Nico Harrison, le directeur général des Mavericks, qui depuis 24 heures, sérieusement, j'espère qu'il n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que depuis 24 heures, le pauvre, il se fait rentrer dedans, il se fait ramasser de partout. Là. De l'entendre dire on voulait construire un noyau plus défensif et tout. Puis oui, c'est vrai qu'on Doncic n'est pas un grand joueur défensif. Puis des fois, on remet en question son effort défensif. C'est totalement vrai. Puis c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Mais de là à échanger Doncic pour un Anthony Davis qui, bientôt 32 ans, souvent blessé, ça va possiblement être un problème. On mise beaucoup sur le fait qu'il va rester en santé. Et un seul choix de première ronde, ça, c'est quand même quelque chose. Puis je vais revenir aussi sur le point défensif parce que on parle beaucoup de Doncic qui n'est pas un grand joueur défensif et tout. Puis oui, c'est vrai que le fameux adage de la défense gagne des championnats. Oui, c'est une mentalité qui est là puis qui se défend au basket, surtout des bonnes équipes défensives. Ça peut gagner des championnats comme ça. Puis oui, les Mavericks sont une bien meilleure équipe défensive avec Anthony Davis qu'avec Luka Doncic. Je ne dis pas le contraire. La seule chose, par exemple, l'année passée, après la date limite, les Mavericks avaient été chercher du renfort avec PJ Washington, Daniel Gafford et tout. Passé la date limite des transactions, les Mavericks, même avec Luka Doncic, avaient la 7e meilleure défensive de toute la NBA. Fait que là, tu es en train de me dire on voulait une équipe défensive, OK? Parce qu'on ne croyait pas que Doncic pouvait être un gros morceau dans une équipe défensive respectable. Mais l'année passée, on a littéralement eu la preuve que c'est possible de le faire avec des gars qui sont encore là aujourd'hui. Fait que moi, je ne comprends pas pourquoi les Mavericks se sont dit, OK, là, ça ne marche plus, il faut qu'on reconstruise notre philosophie d'équipe défensivement, puis surtout qu'on échange notre joueur de concession de 25 ans qui n'a jamais demandé à être échangé. On va juste parler aux Lakers. Il y a une autre équipe à qui il aurait parlé qui aurait refusé Doncic. Ça, d'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus tard parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Là. Mais on a parlé juste aux Lakers pour faire cette transaction-là. On va chercher Anthony Davis. On ne va pas chercher un Austin Reeves ou un Dalton Knecht ou deux choix de première ronde. On n'est même pas deux choix de première ronde. Tu ne vas pas me faire croire que si les autres équipes avaient su que Luka Doncic avait été disponible, c'est sûr qu'il y avait une meilleure offre que ça sur la table qu'un joueur de 32 ans qui est souvent blessé puis un seul choix de première ronde. Ça me... Ça va être tard. Je pense pas que ça va être un lottery pick. Là. Vraiment pas, vraiment pas. Non, puis deux choses là-dessus. Voyons, tu parles de joueurs de concession. Excuse, dans le premier temps, tu parlais de Nico Harrison. Il y a bien du monde à qui on parlait aujourd'hui qui faisait un certain parallèle avec Jerry Krause, qui était le directeur général des Bulls à l'époque. Oui, autant que l'équipe qu'il avait construite, oui, était incroyable, il voulait la lumière sur lui. Puis je pense que Nico Harrison, c'est quelque chose d'un petit peu similaire parce qu'il y avait peut-être une guerre d'ego qu'il y avait là. Puis deuxième point, vous parlez là de Luka Doncic qui s'en va à Los Angeles, man. Faut que... Comment est-ce qu'il s'en sort tout le temps? Comment est-ce qu'ils ont réussi à son apogée d'aller chercher Kareem Abdul-Jabbar, d'aller chercher dans son apogée Pau Gasol, d'aller chercher dans son peut-être fin d'apogée, mais éternellement dans son apogée LeBron James. Shaquille O'Neal, man. Shaquille O'Neal. Anthony Davis. Comment est-ce qu'ils s'en sortent à chaque fois? Les Lakers, c'est un nouveau joueur de concession qui arrive. Même Kobe Bryant, je dis théoriquement, on l'a eu la journée du repêchage, mais théoriquement, c'est pas un gars qu'on a repêché. Les Lakers vont toujours chercher leur joueur de concession dans une transaction qui n'a pas de maudit bon sens. Puis il aurait pu avoir Chris Paul aussi, cette transaction-là qui avait été annulée par David Stern. Puis d'ailleurs, c'est aussi, j'y ai pensé aujourd'hui, si David Stern est commissaire de la NBA aujourd'hui, est-ce que cette transaction-là pour Luka Doncic, il y a un veto sur cette transaction? Je pense qu'elle aurait quand même passé. Je pense qu'elle aurait quand même passé. Mais cette transaction-là. Comme retour pour dire. Man, celle-là est plus outrageuse que Chris Paul. Mais c'est parce que c'est pas un des trois meilleurs joueurs de la ligue, même. Mais mettons, t'envoyais uniquement Luka Doncic à Los Angeles, puis Los Angeles envoie, je sais pas moi, un sac de chips et deux trombones. Un choix de première ronde puis un choix de deuxième. Hey, on parle de veto et tout ça, là. Pop. Si Mark Cuban était encore dans les parages pour les Mavericks, est-ce que l'offre aurait été refusée pour citer une certaine L'offre aurait même pas été déposée. Nico Harrison aurait été congédié par Mark Cuban. Juste l'avoir proposé à son bureau, ça mérite qu'il soit congédié. Parce que si c'était Mark Cuban, là, par exemple, ce que je me dis, bon,
prenons ça de manière un peu pragmatique, laissons les émotions de côté pour quelques instants. C'est dur à dire dans une transaction de même, mais là, soyons de même. Les transactions, tu ne peux pas toujours confirmer qui va gagner tout de suite. Ça, c'est la loi universelle, mais ça, c'est la loi de la raison. Tu ne veux pas embarquer dans ce genre de raisonnement-là parce que le sport, c'est de l'émotion. Fine, OK. Est-ce qu'Anthony Davis peut rester en santé? Ça, c'est toujours le gros if. Ça, c'est toujours le gros si. Est-ce qu'un gars qui demande beaucoup le ballon comme un Luka Doncic va pouvoir bien se marier avec LeBron James? T'sais, on a eu une version light un peu avec Russell Westbrook il y a quelques années et Dieu sait que ça n'a pas bien marché. Là, Luka Doncic, à 25 ans, est dans son prime et dans top 3, au maximum top 5 meilleurs joueurs de la NBA. On ne sait pas ce qui peut arriver. Puis moi, il y avait quelqu'un qui avait dit les personnes qui connaissent le mieux Luka Doncic en tant que joueur et en tant que personne dans le vestiaire, c'est les Mavericks de Dallas. Ouais. Il y a anguille sous roche. Je ne peux pas croire. Ouais. Je sais, tu sais, au moment où on enregistre, il n'y avait aucune mention que Luka Doncic, avait demandé une transaction ou avait demandé d'aller à LA ou avait dit noir sur blanc, écoute, je ne re-signerai pas avec les Mavericks pour poursuivre ma carrière. Pour l'instant, on n'a rien de ça. Et tu vas me dire que les Mavericks, puis avec Félix qui disait tantôt qu'on était quand même dans les bonnes défensives dans le système, pas plus tard que l'année dernière, qu'on s'est rendu en finale, etc., etc., tu acceptes quand même de donner Luka Doncic à 25 ans qui rentre dans son prime. Luka Doncic, si vous ne savez pas à la maison, est 3e de tous les temps pour la moyenne de points par match et 2e dans cette catégorie en séries éliminatoires. C'est ça que tu donnes. Le gars, ça fait 6 ans qu'il est dans la ligue, 6-7 ans environ, puis c'est un constant first team All-NBA chaque année. Tu sais, t'as dit, il y a 25 ans, pas. Il y a quelque chose, il y a une formule à quelque part, il manque un élément à quelque part. Tu vas me faire croire que, OK, c'est peut-être pas le gars le plus professionnel ou qui était pas le plus en shape qui est ça, mais dans les standards, dans les standards de la NBA, ça, c'est de la Coors Light level de drama, là. Puis pourtant, au niveau du conditionnement, les joueurs européens, je pense, ont établi le nouveau standard que, c'est pas nécessairement besoin d'être athlétique, mais juste quelqu'un qui connaît bien son jeu puis qui est super athlétique. Hey, Pop, t'as tellement soulevé un bon point, par contre, comme quoi, Doncic, disons qu'il restait à Dallas, était éligible à signer un contrat une extension de contrat de 5 ans pour 345 millions. Là, cette fois-ci, il n'aurait pas accès à tout cet argent-là. Ah, dommage, dit-on. Mais au-delà de ça, les Lakers qui ont leur nouveau joueur de concession, mais on parle quand même maintenant, si on parle niveau basketball, la défensive des choses. C'est moi où cette transaction n'a aucun sens qui va dans l'horizon de on a fait cet échange pour gagner un championnat cette année, puis pour la fin de carrière à LeBron James. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis en fait, la seule raison pour laquelle je dirais qu'on a pensé au maintenant, c'est s'il y a une autre transaction qui s'en vient. Parce qu'en ce moment, c'est Jackson Hayes, le centre partant des Lakers. C'est pas de calibre de champion. Ça va prendre quelque chose d'autre. Ça va prendre un autre centre. Je sais pas qui. Est-ce que Jonas Valanciunas, Nikola Vucevic? Je sais pas comment tu règles ça. Puis même là, encore là, c'est pas des options qui auraient été vraiment cool en 2018, là, mais 2025. Tu sais, c'est pas des mauvais joueurs, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vrai que les Lakers vont peut-être penser. En même temps, quand tu as l'opportunité d'avoir Luka Doncic, tu règles le reste après. Là, va chercher le gars qui. Ça arrive jamais qu'un gars comme Doncic est disponible sur le marché. Fait que profite-en pendant que c'est là, saute sur l'opportunité. Puis c'est vraiment, vraiment particulier de voir tout ça. Puis il y a pas, tu l'as dit, je pense qu'il y a peut-être des variables qu'on ne connaît pas. On parle beaucoup du conditionnement physique de Doncic. Puis il y a peut-être qui ont des raisons de croire avec les examens médicaux, quelque chose que Doncic, peut-être qu'il y en a pour moins longtemps qu'on pense, quelque chose. Peut-être qu'on a des doutes sur sa longévité. Puis on avait peur de se donner un contrat de 5 ans, 345 millions, qui est une tonne d'argent, mais 5 ans. Dans la LNH, un gars, ça signe pour 5 ans de base. Puis
les gars, ça signe pour des 8 ans et tout, mais là, on voulait pas lui donner 5 ans. C'est quand même inquiétant. Puis on a cru, bon, moi, c'est même pas tant qu'on l'a échangé qui me dérange. Oui, c'est une grosse décision, mais c'est qu'on n'ait pas eu plus qu'Anthony Davis puis un choix de première ronde pour lui. T'sais, moi, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus. On n'a absolument pas maximisé le retour qu'on aurait pu avoir pour Luka Doncic, qui est un des top 3 joueurs un des top 3 joueurs avec la plus grosse valeur de transaction. Puis j'ai même envie de dire deuxième derrière Victor Wembanyama. Je pense que c'est 1 et 2, ces deux-là dans l'ordre. Je suis sûr qu'on aurait pu faire mieux qu'Anthony Davis. Pour les Mavericks, j'essaie de le voir en termes de cette saison. Ben, on ne s'améliore pas cette année parce que tu ne t'améliores pas quand tu échanges Luka Doncic, mais Anthony Davis avec Kyrie Irving, il y a peut-être un meilleur fit qu'on avait avec Kyrie Irving et Luka Doncic, même si on a vu l'année passée en série que Kyrie et Doncic ensemble, ça marche bien en série. Mais tu sais, il y a quand même un bon fit. Là, tu regardes, bonne chance pour aller marquer des points contre Anthony Davis puis Daniel Gafford dans la bouteille. Puis tu as quand même Kyrie qui peut être le gros, faire une tonne de points pour cette équipe-là, mais clairement, je pense qu'au niveau de la création de jeu, perdre un gars comme Doncic, ça va faire mal. À quel point ça va faire mal? On l'a vu aujourd'hui, ils se sont fait rincer par les Cavs. Ils ont accordé 91 points en une demi, quelques minutes après que le directeur général ait dit que la défense gagne des championnats. Bon, là, Davis n'était pas là, puis Kyrie Irving n'était pas là non plus, je pense. Fait que c'était des Mavericks, c'est quasiment qui était là. Fait on va voir les résultats de ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est vraiment le DG des Mavericks a mis sa tête sur le bio aujourd'hui. Puis on va voir si ça va rapporter parce que c'est gutsy de faire un move comme ça. C'est vraiment, vraiment gutsy de faire ça. Mais moi, ce que l'angle peut-être qu'on exploite moins, surtout chez les Lakers, c'est pour dire. Moi, je pense pas qu'on prépare là maintenant, on prépare vraiment l'après-carrière de LeBron James, peut-être pour d'ici la prochaine été ou l'autre d'après. Mais est-ce que cette transaction-là, c'est aussi un désaveu de l'organisation sur le fait que Anthony Davis n'était peut-être pas l'élu pour seconder LeBron James durant tout ce cycle-là avec les Lakers? Écoute, c'est encore pire que ça parce que il a été vendu comme étant celui qui va remplacer LeBron James, celui qui devait être le prochain grand Laker. Bon, on dirait, oui, il a laissé quand même sa marque à Los Angeles, gagnant un championnat, entre guillemets, dans la bulle, mais je veux dire, au-delà de ça, il a été vendu comme étant ce prochain grand joueur. Puis je pense que les fans des Lakers ont quand même mal pour quand même ce qu'Anthony Davis représente, puis cette unisson-là. Écoutez, on vous a demandé sur les réseaux sociaux à la maison d'un peu vous donner vos réactions par rapport à la transaction. On a eu une réponse de Nicolas Godet qui dit très bonne transaction pour les Lakers. On s'assure d'avoir notre vedette pour l'après LeBron dans une transaction qui va passer dans l'histoire, ce qui est vraisemblablement le cas. Très hâte de voir le duo LeBron-Luka pour le temps que ça dure, mais en même temps, c'est le truc qui m'inquiète, Rob Pelinka, est-ce que c'était vraiment ta priorité? En même temps, tu surtout dans un faux dilemme de tu peux pas dire non à un joueur comme Luka Doncic, mais là, tu t'assures vraiment que tu ne gagneras pas de championnat cette année. Je sais pas, parce que il suffit que la magie pogne entre LeBron et Luka, puis ces gars-là, t'en marques 80 par match, ça te règle des problèmes, là, mais j'avoue que je vois pas vraiment. Je pense que peut-être pour cette année, je peux pas dire que tu t'es pas amélioré quand tu as eu Luka Doncic, mais il y a un fit au niveau stylistique, puis ça va vraiment prendre de l'adaptation de ces deux gars-là, parce qu'il faut qu'on trouve ça d'ici 2 mois, parce que les séries arrivent dans 2 mois quand même. On a 2 mois pour apprendre à jouer un avec l'autre, puis il va falloir que ça se fasse vite. Je pense que c'est deux gars qui ont l'intelligence pour le faire, mais c'est sûr qu'on n'est pas une équipe qui est aussi bien construite que d'autres équipes. Je pense, mettons, au Thunder, qui sont tellement forts à toutes les positions, même les Cavaliers, c'est des équipes qui sont plus balancées, je pense. Les Lakers, on va miser tout sur LeBron et sur Luka. Et puis pour moi, cette transaction-là, à la limite, ça prouve que c'est pas LeBron James qui prend toutes les décisions, parce que si LeBron avait vraiment été DG, il aurait pensé à aujourd'hui, puis il aurait fait trouve-moi quelqu'un qui est un meilleur fit aujourd'hui avec l'équipe. Il n'aurait pas échangé Anthony Davis. Là. C'est ça, probablement pas. Fait que mais en même temps, c'était les Lakers. Tu peux pas cracher sur l'opportunité d'avoir un Luka. Tu sais, mettons que demain matin, l'Avalanche t'offre Nathan McKinnon pour je sais pas quoi. Là.
pour tous tes gardiens de ton organisation. Mais tu prends McKinnon puis tu trouveras une solution pour les gardiens après. Tu sais, c'est des gars comme ça, tu sautes sur l'opportunité puis tu trouves des solutions après. Mais c'est sûr qu'à court terme, ça fait un drôle de mélange avec les Lakers. J'aime bien ce que tu apportes, Félix, parce que on a reçu parmi les autres interactions sur Facebook, Producer Oli qui dit moi, je vais avoir besoin que quelqu'un m'explique ça en langage NFL. Bon, on a un autre ami de l'émission, Manuel Villeneuve, qui a dit c'est comme si tu échangeais Lamar Jackson contre Matt Stafford puis un choix de fin de premier tour. Je me suis porté un petit peu à l'exercice aussi, puis je me suis dit, et si on pensait à ça, mais en termes LNH et peut-être même baseball? En LNH, tu as amené le nom que j'avais. C'est comme si tu échangeais notamment Nathan McKinnon, puis tu vas chercher un joueur qui va commencer à prendre en âge, qui, encore une fois, excellent aujourd'hui, est l'un des meilleurs joueurs sur le marché, mais il est à 31 ans. Là, c'est très bon en ce moment, mais tu ne sais pas ce que ça va te réserver pour l'avenir. Puis j'ai pensé d'emblée à Nikita Kucherov. Ouais. Moi, c'est ça. Nikita Kucherov contre, mettons, Kyle McCarr, c'est possiblement le meilleur fit NHL que j'ai vu passer. Moi, la NFL, il y en a un qui a sorti. Si les Vikings échangeaient Justin Jefferson contre Mike Evans. Les boys, je vous arrête. Il y a un autre gros échange qui vient d'arriver dans le NBA au moment où on enregistre. Pardon? De'Aaron Fox vient d'être échangé aux Spurs de San Antonio. Et Zach Levine s'en va avec les Kings. Je pense qu'il y a 4 équipes dans cet échange-là. Ça va être l'échange à... Il y a beaucoup d'équipes dans cet échange-là. On va attendre les détails. On va vous en reparler un petit peu plus tard. Là, mais... Ouais, et Kevin Huerter part à Chicago aussi. Ouais. Fait que. Oh, wow! Ça tombe bien, on allait parler de De'Aaron Fox, on va avoir un autre beau sujet. Non, définitivement. Puis juste... Un gros trade qui arrive pendant qu'on enregistre. Nice! Yes, enfin. Ça arrive normalement, ça arrive 10 minutes après. Ça arrive 10 minutes après, normalement. Puis bref, l'autre transaction que j'avais en tête pour le baseball, comme je dis avant qu'on enregistre, j'ai trouvé mon premier joueur, mon joueur ancien. Je me suis dit, faisons avec Mike Trout, OK? L'autre joueur, j'ai eu un petit peu d'aide de l'Internet et d'autres amis qui aiment bien le sport. Bobby Witt Jr.? Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'au baseball, à moins de rares exceptions, tu ne peux pas échanger de choix de repêchage. En tout cas, les vrais choix de repêchage, tu ne peux pas échanger. Donc, l'aspect choix de première ronde, tu ne peux pas l'inclure là-dedans. Mais tu sais, tu pourrais comme mettre Mike Trout puis un prospect contre Bobby Witt Jr. Oui, j'avoue, c'est excellent comme comparatif. Mais wow, je pense encore à De'Aaron Fox qui vient d'être échangé. Je suis comme, oh wow, let's go! Ça vient de se passer. Ouais. Quelle fin de semaine pour Sham Charania, pareil. Quelle fin de semaine. Écoute, moi, j'aurais été dessus, man. On va se le dire. Hein? Finalement, quelque chose qui met un peu de piquant dans cette saison de la NBA. Hein? On avait peur des codes d'écoute, là, ça va remonter, je pense. Là. Juste le code Doncic avec les Lakers, wow! Puis je fais juste vous dire qu'aujourd'hui, on enregistre, on est le 2, puis on aura juste besoin d'attendre 3 semaines pour que les Mavericks de Dallas soient à LA pour un match à 10h30 au Crypto Bro Arena. Je pense que les Lakers s'en vont à Dallas. Sérieusement, Luka en marque 85 ce soir-là. Puis Will Chamberlain est mieux de se déprès. Ça se peut que son 100 points soit en danger. Parce que Luka a l'air en tabarnak de ce Moi, si je suis les Lakers, je fais le plan diabolique que quand Luka va jouer contre les Mavericks à la maison à LA, tu réserves le meilleur seat de l'arena front court pour Nico Harrison. Oh, mais 4K ce qui est. Either way, avant qu'on saute à cette autre transaction monstre qui venait d'arriver, en plus, c'est le fun. On avait justement dans nos notes, hey, écoutez, on va jaser que De'Aaron Fox, ses temps sont peut-être comptés à Sacramento. Maintenant, séries éliminatoires. Vous avez dit, bon, OK, peut-être que la magie, tout ça va pogner. LeBron James, les gars, dans les 2 dernières séries, là, vous me direz, il a joué contre Nikola Jokic et compagnie. Il n'est plus capable de jouer un 40 minutes puis d'être le meilleur joueur sur le court. Et peut-être le meilleur joueur durant les 2 premiers quarts et demi. 3. Mais, je veux dire, si l'objectif, OK, c'est d'être l'équipe qui va marquer le plus de points, OK, ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, quand une équipe est tellement poche défensivement que tu vas avec la stratégie, on va marquer plus que vous, puis ça donnera ce que ça donnera. Tu ne seras pas capable avec Luka Doncic qui a des problèmes de durabilité et
LeBron James à 40 ans, qui, oui, peut être surhumain, mais Father Time always catches up et on l'a vu lors des 2 dernières séries éliminatoires. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en ce moment même, duel de première ronde, ça serait encore les Lakers contre les Nuggets, juste pour dire qu'on n'est jamais incapable d'échapper à ce match-up-là. Si les séries commencent aujourd'hui, les Nuggets et les Lakers s'affrontent au premier tour avec les Nuggets qui ont l'avantage du terrain dans cette série. Man, à quel point ça serait quelque chose si c'est vraiment Nikola Jokic qui pousse LeBron James à la retraite? Ouais, ce serait quelque chose. Mais écoute, je vous pose une question, puis juste une réponse en un mot. Là. Mm-hmm. Si vous êtes une équipe dans l'Ouest en ce moment, quelle équipe vous avez le plus peur d'affronter en série entre les Mavericks avec Anthony Davis ou les Lakers avec Luka Doncic? C'est drôle, là. J'ai pas le choix d'essayer de développer. Je vais essayer de développer. Vas-y, un petit peu. Développe vite. Je suis un joueur offensif, j'ai peur d'affronter les Mavericks. Je suis un joueur défensif, j'ai peur d'affronter les Lakers. Fair. Je comprends. Voilà la nuance. Ouais. Puis maintenant, Félix, comment vont tes Timberwolves? Ben non, c'est pas vrai. Deux choses. De un, je ris tellement qu'on a aucunement mentionné le Jazz de l'Utah qui agissait comme troisième équipe dans ce trade-là. L'implication du Jazz de l'Utah, c'est un coup d'épée dans l'eau. N'importe quoi. C'est drôle, mais pour vrai, on était tous sur nos selles, nous trois, nos chums de basketball, pour parler de ce trade-là. Ce trade-là est tellement immense que à 0 occasion, on a ri de Félix parce que ces Timberwolves ont perdu contre les Wizards de Washington. Ouais, ça fait vraiment mon affaire. Ça fait vraiment mon affaire. Tout ça passé un peu sous le silence. Puis, tu sais, juste parler du Jazz, on va parler du Jazz une petite seconde. Là. Danny Ainge, j'ai vu un gros échange se faire. Puis, il y a eu comme un rash sur son bras. Il a fait, man, faut que je rembarque. Faut que j'aille mon fixe d'échange. J'ai fait, gars, tant pis. Donnez-moi un choix de 2, quelque chose, faut que je rembarque dans cet échange-là. Puis, il peut pas s'empêcher, c'est plus fort que lui de faire des échanges pour des choix de 2e ronde. Danny Ainge, ça le travaille. Puis, il l'a fait encore. Mais là, Mais pas-tu qu'il savait que c'était pour Luka Doncic, cet échange-là, avant de dire... je pense que non. Parce que c'est parce que genre, le Jazz était comme impliqué. Le Jazz était comme la première équipe impliquée, mais pour la moindre des choses. Hey, la course aux séries dans l'Ouest va vraiment être intéressante parce que les Lakers qui, avant l'échange, ont quand même gagné 8 de leurs 10 derniers matchs au moment qu'on enregistre ça. 5e dans l'Ouest. Là, les Mavericks, eux autres, ils sont 9e. En même temps, Luka Doncic a joué peut-être, je pense, c'est 28 matchs qu'il a joué cette saison et ne devrait pas commencer à avoir un petit instant parce que là, c'est une blessure qui tient depuis Noël. Mais là, on a parlé de De'Aaron Fox qui s'en va à San Antonio. San Antonio qui est, 12e, mais est à 3 victoires de la dernière place pour le tournoi du play-in, donc le tournoi donnant accès ultimement aux séries éliminatoires. Victor Wembanyama, il va manger. Et ça va être un festin. Ça va être un festin d'action de grâce américaine. Tu sais, une vidéo là, de Shannon Sharp qui dit Yams, collard greens, des enfants, tout le buffet devant lui. Ça va être Victor Wembanyama qui va recevoir, des passes de Chris Paul. Tu sais, déjà, juste ça, t'es comme, hey, c'est excellent, c'est Chris Paul. Ça reste quelqu'un qui a un bon basketball IQ. Mais tu sais, il a 38 ans, il n'a plus tant les mêmes jambes, puis souvent blessé. Là, tu viens de lui donner un sacré meneur de qualité. Écoute, je veux rien insinuer parce qu'on ne sait pas. Peut-être que Chris Paul est impliqué dans la transaction puis son temps avec les Spurs est terminé. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais, je pense pas. Parce que moi, je me souviens explicitement quand il y a eu la transaction Matthew Tkachuk avec les Flames de Calgary puis les Panthers de la Floride, j'avais tweeté puis j'avais dit genre Alexander Barkov, Matthew Tkachuk, Jonathan Huberdeau, meilleur first line de la Ligue nationale. 3 minutes plus tard, on annonce Jonathan Huberdeau s'en va avec les Flames. J'en fais fuck! J'ai appris cette leçon-là, fait que je vais attendre encore pour l'instant. Je ne sais pas si Chris Paul va être
là-dedans. Mais si Chris Paul, De'Aaron Fox et Victor Wembanyama restent ensemble à San Antonio, moi, la question que je me pose, c'est combien de temps Greg Popovich va retarder sa retraite? Ben là, c'est ça l'affaire, c'est ses petits soucis de santé, mais... Mais tu sais, c'était Greg Popovich, puis tu te dis, hey, j'ai Victor Wembanyama puis De'Aaron Fox pour 5 à 10 ans. Fuck it, je lâche pas, je ride jusqu'au bout. J'essaie de gagner une ring d'ici 5 ans. Le problème, c'est pas sa volonté de devoir partir de la game, mais je pense que c'est à quel point sa santé va le permettre. Parce que là, il y a quoi, le 76, je pense, la semaine dernière, ou quelque chose de même? Ouais, c'était sa fête la semaine dernière. Là. Oui, il a 76 ans mardi passé. Ouais, mais écoute, je vais rebondir. Tu sais, les Spurs, on parlait un peu des Lakers qui ne seront pas aspirants cette année. Ça n'arrivera pas pour les Spurs. C'est pas cette année qu'on va aspirer, mais c'est juste, on a une fondation quand même qui se développe avec De'Aaron Fox et Victor Wembanyama. Puis là, il y avait la rumeur qui visiblement semble confirmer comme quoi De'Aaron Fox savait qu'il voulait aller à San Antonio puis tout. Fait on a facilité un échange, puis je regarde un peu de l'échange parce que l'échange au complet vient de sortir 3 choix de première ronde aux Kings dans cet échange-là. Les Kings ont un plus pour De'Aaron Fox que pour les Mavericks ont eu pour Luka Doncic. Bref, c'est quand même un peu mais, je suis content pour les Spurs. On a finalement quelque chose sur lequel on peut bâtir et tout, mais moi, c'est surtout les Kings qui m'intéressent parce qu'il y a quelques années, les Kings, on avait De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton. On a échangé Haliburton aux Pacers pour aller chercher Domantas Sabonis puis avoir peut-être un meilleur fit. Mais là, finalement, on échange De'Aaron Fox aussi, qui ne voulait pas signer. Je pense qu'on était un petit peu obligé de le faire, mais on avait 2 meneurs de jeu élite. Puis finalement, on se ramasse avec les 2 qui sont partis. Oui, Zach LaVine, c'est cool, mais Zach LaVine, Sabonis, c'est... Et DeMar DeRozan. Ouais, c'est comme un drôle de fit. Zach LaVine puis DeMar DeRozan, on a-tu vraiment besoin de réessayer ça une deuxième fois? Là? Come on, là, ça a déjà été fait. Puis, Vucevic puis Sabonis, c'est pas le même joueur, mais c'est pas complètement différent non plus. Là. Non. Sabonis, c'est meilleur. Sabonis, c'est meilleur. Mais... nettement meilleur. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, je sais pas. J'ai l'impression qu'on essaie de recréer les Bulls, mais avec Sabonis, c'est meilleur, mais les 2 autres sont plus vieux. Fait que, on revient pas mal aux Bulls qui marchaient pas. Là, l'éternel 9e seed avec les Hawks pour l'éternel match de play entre les Hawks et les Bulls. Là, tout le temps ça, le 9e et 10e seed là, dans l'Est. Fait que je sais pas. C'est quand qu'on envoie Lonzo Ball avec les rendu là. Pourquoi pas? Puis Tom Thibodeau a mené. Liangelo a dit que s'il jouait aujourd'hui en NBA, il serait capable de faire 20-30 points par match s'il y a une chance. Ouais, s'il est capable de swerve et de bend the corner, là, wow. Pour vrai, là, c'est les Grammys ce soir. S'il y avait une catégorie pour meilleurs bars de l'année, on serait au mois de janvier puis le dossier serait déjà réglé de ce côté-là. Mais pour les Kings, est-ce que comment Mike Brown a été congédié a peut-être mené à De'Aaron Fox et en fait, non. Je ne truste plus cette organisation-là, c'est terminé. Ça se peut, parce qu'on sait que ça n'a pas été bien reçu par les joueurs, par l'organisation, puis tout. Ça a vraiment beaucoup fait jaser. Puis là, lui, tu vois, il devient joueur autonome dans 1 an et demi, puis il dit, moi, je vais aller ailleurs. Peut-être que c'est à cause de Mike Brown, tout ça. Puis tu vois Victor Wembanyama, ben, tu veux aller te rapprocher de Victor Wembanyama. Là. C'est comme au hockey, mettons, quand les gars veulent aller avec les Oilers parce qu'ils veulent jouer avec McDavid. C'est payant de te rapprocher des joueurs montants, des jeunes joueurs montants. Puis même à Chicago pour Connor Bedard maintenant, là, dans les prochaines années, ça risque d'être ça d'après moi. Quoi qu'il va falloir commencer. Mais bref, je m'égare vraiment beaucoup du sujet ici. Tu regardes oui, les Spurs, ça devient une destination intéressante parce que de Wembanyama. Puis là, tu as De'Aaron Fox en plus. C'est que ça va tranquillement devenir de plus en plus intéressant. On est peut-être à une bonne saison morte de vraiment flipper ça chez les Spurs puis d'être une vraie équipe compétitive dans l'Ouest. Mais l'Ouest, il y a tellement de bonnes équipes, man. C'est tellement difficile de sortir de là. Là, tu parles de ça, mais les Rockets, ils sont là. Houston est là. Ils sont arrivés. Ils sont deuxième dans l'Ouest. Les Grizzlies qui... on n'entend pas beaucoup parler des Grizzlies. C'est drôle, hein? C'est comme s'il y avait une corrélation entre le fait que Dylan Brooks soit plus là, puis on parle un peu en bien des Grizzlies. Jaren Jackson qui connaît une sale saison. Nuggets qui sont toujours là, 4e. Les Clippers qui ont gardé le cap durant une moitié de la saison sans Kawhi Leonard qui est maintenant de retour avec l'équipe. Pour combien de temps?
C'est ça. Rendu là, c'est ça. Il va peut-être toffer jusqu'à mi-mars ou peut-être il va avoir, tu sais, aux séries éliminatoires, il va avoir une première série monstre, puis tout d'un coup, il va s'être cassé le même genou, puis on va dire qu'il va manquer la saison suivante. Comme quoi, le temps est une boucle continuelle. Pour terminer 7e à 8e rang, les Timberwolves, les Suns, puis ensuite, on a mentionné Mavericks, Kings, qui viennent compléter la 9e et 10e place. Et c'est 10 bonnes équipes, mais regarde de l'autre côté, tu as les Hawks et les Bulls qui sont là. Tu sais, c'est deux calibres de. L'Ouest est tellement fort. Puis j'ai l'impression que c'est tout le temps ça dans NBA. Man. Moi, depuis que je suis le basketball, l'Ouest a toujours été plus fort que l'Est, mais. Man, j'ai l'impression que c'est plus que jamais. Dans l'Ouest, c'est réparti plus également, mais dans l'Est, tu avais comme les 3 grosses équipes. Puis le reste. Ouais, c'est vrai. Ça avait le Heat et toutes ces années-là, ouais. Oh, ça a souvent été ça. Fait que, mesdames et messieurs, on est officiellement rendu dans la vraie saison de la NBA qui commence. On est même à quelques semaines du match des étoiles. On a pris certains des réservistes aussi, là, des joueurs en sortie de banc au match des étoiles, dont Tyler Hero qui a reçu le salut pour ça. Tyro qui moyenne quand même 24 points chez le Heat cette année. Heat qui est quand même 6e dans l'Est avec / sans Jimmy Butler qui vraisemblablement ne terminera pas la saison. Il y a toujours encore Jimmy Butler pour l'instant. Ils l'ont suspendu. Ils ont dit arrête, voilà, t'es de retour. Fais juste jouer des matchs puis ferme ta gueule. Un peu comme il a fait aux Timberwolves. Moi, je garde Twitter refresh au cas où qu'on apprend que Jimmy Butler part. Là. Au rythme où on s'en va, on est probablement bien parti pour ça. L'NBA qui est trop dramatique? Wow, quelle surprise. Non, exact. Puis pour terminer ça, question aussi de Liam Hood. Shout out à Liam, ami de l'émission, et qui a démarré d'ailleurs un voyage autour du monde. Qui dit: est-ce la plus grosse échange dont vous vous souvenez, tous sports confondus? Sinon, qu'est-ce qui a rivalisé avec ça? Pop, t'avais demandé si c'était comme le plus gros échange, what the fuck. Mais là, on demande tous sports confondus. Toi, Pop, qui a un peu plus d'expérience de vie, je te laisse la patinoire là. Belle façon de le traiter de vieux. Quand même. Je l'assume. Je l'assume très bien de ce côté-là. Mais, écoute, j'en avais mentionné la semaine passée pour moi Joe Thornton quand il a été changé des Bruins aux Sharks. Ça montre à quel point il est vieux. Oui, mais Joe Thornton a gagné le Hart après avoir été changé. La même saison qu'il a été changé. Qui dans la vie gagne un MVP après avoir été changé? Moi, je me dis que j'ai pas vu ça souvent. Je n'ai pas vu ça souvent. Moi, je fais juste dire, Juan Soto aussi, quand il est parti des Yankees pour aller aux Padres, c'était assez spectaculaire. Des Padres aux Yankees, ça a été quand même assez spectaculaire. Mais c'était quand même dans l'air un petit peu. Tu sais, c'est Doncic, ça sortait de nulle part, même. Ben non. Mais... Mettons, football, le plus... Il y a eu l'échange... Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne suivais pas la NFL à ce moment-là, mais l'échange de Ricky Williams des Saints aux Dolphins, que les Saints avaient donné tout leur choix de repêchage ou le contraire. C'est Ricky Williams ou Herschel Walker? Je me mélange tout le temps entre les deux. Non, il y a eu Herschel Walker au début des années 90, mais il y a eu Ricky Williams. C'est Ricky Williams, ok, oui. C'est vrai, oui. Oui, c'est vrai, c'est beau. Que les Saints ou les Dolphins avaient donné littéralement tout leur choix du même repêchage pour aller chercher un porteur de ballon. Ouais. J'essaie de penser à d'autres échanges NBA, Paul George qui était un gros échange, mais on s'en attendait, tout ça. Vraiment, moi, ce qui a rivalisé, le seul échange de mon vivant que j'ai vécu, parce que c'est sûr, je pourrais dire facilement, Wayne Gretzky, mais que vraiment j'ai connu de mon vivant, puis qui est souvent chez Weber. C'est pas un mauvais comparatif. Il y a peut-être un petit biais local parce que ça touche notre équipe locale, mais même dans la Ligue nationale au grand complet, tu vois holy shit! Mais... Surtout que Marc Bergevin avait dit, moi Piquet Subban, je ne l'échange pas. Ça, surtout qu'on s'est fait gaslight pendant 2 ans qu'il n'allait pas l'échanger, tu sais. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est le plus gros. C'est le timing. Moi, je te dis, c'est de faire ça mi-saison. Moi, c'est ça qui me choque le plus de cet échange-là. Puis, j'ai envie de dire que c'est ça là. Je pense que la seule autre affaire qui m'a plus choqué, c'est même pas un échange, c'est quand Kevin Durant avait signé avec les Warriors. Mais c'est pas un échange, mais je pense que c'est la seule affaire qui rivalise avec ça. Mais évidemment que la NBA, qui est la ligue la plus dramatique pour rien, là, évidemment que tout ça se passe dans la NBA. Fait que j'irais avec oui. Je pense que c'est le plus gros échange. En tout cas, celui qui m'a le plus surpris.
ça sortait de nulle part, man. Mais Un samedi soir à minuit et quart. Voyons, c'est quoi ça, mais là? c'est ça, c'est le silence. Tu sais, Ouais. il n'y a jamais eu de fuite de genre « Oh, Luka Doncic va être échangé. Oh, les Lakers seraient dans le derby pour aller essayer de chercher Luka Doncic. » Tu sais, t'entends des fois comme les informateurs pour dire « Oh, il y a un échange qui se prépare, ça s'intensifie les négociations. » Non. Paf! Puis, T'as ça dans la face, puis ça te rentre comme un mur de briques à 100 000 à l'heure. T'es genre « Hein? » Puis si c'est pas une bonne preuve qu'on devrait faire les joueurs autonomes, là, qu'on n'annonce rien pendant la saison morte, puis que la première journée de la saison, c'est là que tu vois qui a bougé. Là. Je pense que ce qui s'est passé avec Luka Doncic, c'est une bonne preuve qu'il faut qu'on fasse ça. On dit plus jamais rien. Même t'arrives, premier match de la saison, wow, Luka Doncic est rendu avec les Lakers, wow! Tu sais pas comment c'est arrivé, puis là tu regardes l'autre gars, tu dis, oh boy, ok, Anthony Davis est là, qui d'autre? Il manque de monde, ok, il doit avoir eu genre 8 choix de première ronde. Non, ils ont eu. Somme toute, fan des Mavericks, on est de tout cœur avec vous. Je sais, c'est pas une étape facile. Félix Forget peut jaser avec vous si jamais vous avez des problèmes ou vous avez besoin, si vous avez besoin de jaser à quelqu'un. Mais imagine si ça avait été Anthony Edwards au lieu d'Anthony Davis. Oh là, toi, t'aurais eu besoin d'aide. Hey, je pense que j'aurais pas pu faire le show aujourd'hui. Je pense que je m'en serais pas remis. Parce que je l'aime, Luka, puis là, je l'aime plus parce qu'il est avec les Lakers, puis je suis pas regardé les Lakers. Ouais, c'est ça, là, je vais être obligé de l'haïr. Hey, ça aurait été... Parce que j'adore Luka, mais tu sais, j'adore N, puis j'aurais eu beaucoup de misère à juste processer cet échange-là, je pense. Est-ce que ton allégeance aurait changé? Je pense que non, mais je peux pas aborder. J'aime trop Ant, mais... Ah, mais je te dis, j'aurais pas été bien. J'aurais juste vraiment pas été bien. C'est certainement des temps assez chaotiques pour être fan de partisans qui voient certains de ces joueurs partir. Puis on a vu la même chose justement la semaine passée au Colorado dans un échange complètement folle, monstre de Mikko Rantanen qui part en Caroline alors que on s'en attendait pas réellement. Puis, bref, au moins les Hurricanes, ils sont assurés d'un bon joueur, puis ça devrait bien aller pour la poursuite aux séries éliminatoires, ce qui n'est peut-être pas idem pour ce qui est du Canadien de Montréal, qui après, les avoir tant vantés, puis on se dit, c'est la fin de la reconstruction. Peut-être qu'on est de retour sur terre chez les Canadiens, finalement, peut-être, c'est trois Québécois qui parlent de hockey, on s'est trop excité du Canadien, c'est pas la première fois, j'ai l'impression que ça arrive, ce titre-là. Anyways, Canadien qui échappe un 5e match consécutif et un 3e en temps réglementaire. Et tout ça vient en plus sur le dos d'une énorme perte en Caden Goulet, qui a fait tellement la chute la plus étrange que j'ai vue de ma vie que, pour de vrai, perdu pied, s'écrase dans la bande, puis sa jambe, en fait, c'est son quad qui a décidé qu'il allait lâcher. Puis là... En fait, il s'est coupé avec son propre patin, je pense. Ouais, ça a l'air d'être plus ça qui est arrivé, puis c'est encore plus fucké que... Voyons qu'un gars se coupe avec son propre patin, là, tu vois pas ça tout le temps. Mais ouais. N'est-ce pas la blessure la plus canadienne de Montréal possible? On avait quand même eu l'accident d'auto, qui était pas payé. Mais c'est ça, je m'en allais dire. On a fucking Emile Heinemann qui traversait la rue, qui s'est fait frapper par une auto. Qui c'était l'accident d'auto-là, pas l'autre en 2015. Non, on parle pas de Zach Cashin aujourd'hui. Non, c'est ça. Puis, Caden Goulet se coince, le patin dans une craque, tombe awkward, puis s'ouvre la jambe avec un patin. Je suis genre, voyons donc! C'est quoi ça? Puis, non, c'est plate. Puis, je vais revenir un peu, on avait eu Guillaume Lefrançois il y a quelques semaines, puis je me souviens qu'on en avait parlé, puis c'est quelque chose que je pensais, puis Guillaume avait été un peu du même avec moi. C'est là que le Canadien, ça allait bien à ce moment-là. L'équipe commençait à gagner et tout, mais on sentait qu'on était quand même à une ou deux blessures. Une ou deux blessures. Ça en a pris 2. Emile Heinemann s'est blessé. L'équipe s'est mise à battre de l'aile un petit peu. Caden Goulet se blesse, puis là, tranquillement, ça fait en sorte que tu te ramasses avec Arbor Xhekaj sur ta première paire avec Lane Hutson. Pas idéal. Emile Heinemann, et là, ça a été juste le remplacer. Juste remplacer un allié de 4e trio, c'est le bordel. C'est le bordel. On a eu Pezzetta qui jouait 4 minutes par match. On a réalisé que ça n'avait pas de bon sens. On rappelle Owen Beck, il joue un match ou 2, en tout cas, peu importe. Il joue à peine, il se fait renvoyer en bas. On ramène Pezzetta. On rappelle Harvey Pinard dans les estrades. On ramène une game, on l'envoie. C'est juste remplacer un allié de 4e trio, c'est chaotique avec cette équipe-là. Fait que c'est là que tu vois que la profondeur, oui, ça allait bien quand tout le monde est en santé, puis
là, je pense, moi, je ne m'attends pas à revoir Kaden Goulet jouer cette année. Je pense Heinemann revient possiblement cette semaine, sinon au retour de la pause pour la confrontation des 4 nations. Mais cette équipe-là tenait à pas grand-chose. Puis là, les gardiens se sont remis à être humains aussi. Fait que là, puis Patrick Laine ne marque plus en avantage numérique. Fait que ça fait beaucoup. Là. Tout allait vraiment bien. Les gardiens redeviennent humains parce que devant lui, on recommence à jouer de manière désastreuse un peu. Les gardiens te volaient des matchs avant qu'ils ne te volent plus maintenant. Puis tu sais, c'était irréaliste de s'attendre à ce qu'ils volent des matchs 82 matchs de temps. Là. Mais tu sais, c'est la défense au moyen en avant d'eux, les autres sont moins en confiance, l'attaque ne marque plus, puis tout le monde essaie de compenser, fait qu'on fait des erreurs qu'on ne faisait pas avant, puis ben, ça s'additionne, puis ça c'est dommage. Mais pour vrai, je pense que le début de la fin la possible fin des espoirs pour les séries éliminatoires a commencé quand Bobby McMahon a fait 3-1 Toronto, puis que ça a été la débandade. Ça a été peut-être le début de la fin. Là, il y a eu Heinemann, puis là, il y a eu Goulet. Là, je m'excuse, mais une défaite de même contre les Ducks, tu sais, oh my God. J'ai l'impression d'être le fan qui parle en extrême de genre, il y a 3 semaines, on disait, on est peut-être à un seul gain d'être top 3 de la division, même plus pour être wildcard, top 3 de la division. Et 2 semaines plus tard, on est genre, c'est terminé, c'est tellement Jover, mais échapper des points de même contre une... Pour moi, les Ducks, c'est pas une vraie équipe. Là. Je m'excuse. C'est ça l'affaire. Puis, tu sais, on dit, ah ben, OK, oui, au moins d'être dans le mix. Le problème avec tout ça, puis on était quand même conscient de ça. Puis, on se voulait quand même optimiste malgré les risques qui accompagnaient ça. Mais, man, la marge de manœuvre, elle est infiniment petite. Comme, j'ai pas les mots pour décrire à quel point la marge de manœuvre est mince entre ce que le Canadien peut se permettre de faire dans la victoire comme dans la défaite. Une défaite, puis là, tu vois, c'est déjà peut-être 4e place en dehors de la wild card. Ben, je l'ai le mot, c'est inexistant. Le Canadien, tu sais, infiniment petit implique qu'il y en a une marge de manœuvre. Il y en a 0. Concrètement, il y en a 0. Hey, on était, je me souviens, à 1 point du Lightning pour le top 3, puis on était genre à 2 points des Bruins avec 4 matchs en main, puis tout ça. Là, aujourd'hui, on est redevenu 7e dans la division. Détroit est rendu 4 points devant Montréal, puis on est quasiment plus proche des Sabres de Buffalo qu'on est il y a 2 semaines. On parle quand même justement de 3 points sur une possibilité de 10. Ouais, c'est horrible. Puis, on vient encore à Canadien battre des bonnes équipes, puis pas contre des mauvaises équipes. C'est des matchs que tu peux. Puis encore là, il y a les blessures qui expliquent ça. Là, Heinemann puis Goulet, ça a fait mal. Mais les gars, Goulet, il ne reviendra pas. En tout cas, je ne m'attends pas à ce qu'il revienne. S'il revient, c'est peut-être en toute fin de saison, mais c'est sérieux sa blessure. Puis, moi, je ne m'attends pas à le revoir cette année. Est-ce qu'Heinemann va vraiment tout changer à son retour? J'en doute. Est-ce que Montembeault... Est-ce que peut-être que le crinquet avec les 4 nations, revenir, avoir une grosse fin de saison, peut-être, mais tu regardes ça et tu te dis qu'il va falloir que des solutions viennent de l'interne. Puis en ce moment, qui va être cette solution-là? Est-ce que... Aujourd'hui, Patrick Laine s'est fait clouer au banc en 3e. Il a joué une seule présence en 3e période. Martin Saint-Louis, il a dit ça va m'en prendre plus de lui. Puis je pense qu'on le voit depuis, je pense que c'est 6 matchs de suite sans marquer pour Patrick Laine. C'est pas suffisant pour un gars qui est supposé être un gros morceau de ton top 6. Puis je comprends, il est rouillé puis tout. Puis au début, il y avait comme l'adrénaline, puis il fallait s'attendre à ce que ça ralentisse un peu pour un gars qui n'a pas joué depuis presque... En fait, depuis 2 ans, n'avait pas vraiment joué. Fait que c'est normal un peu qu'il y ait ce ralentissement-là de Laine, mais tout allait trop bien, puis là, on commence à revoir peut-être le vrai Canadien. Puis je pense que le vrai... On l'a vu, cette équipe-là, en pleine santé, quand tout va bien, on l'a vu pendant un mois, peut rivaliser avec n'importe qui, mais à ce stade-ci, il n'y a pas assez de profondeur pour qu'on survive à des blessures. Tu sais, quand tu es rendu un allié recrue de 4e trio se blesse, puis ça scrape ta saison, là, c'est que ça montre que tu tiens à pas grand-chose. Puis pour moi, c'est même pas tant grave dans le sens où ça fait partie du processus, puis on avance tranquillement, puis oui, on construit, puis il y a des jeunes qui vont s'en venir éventuellement, mais pour moi, juste d'avoir vu pendant un mois de temps que cette équipe-là, en pleine santé, peut rivaliser avec n'importe qui, pour moi, c'est quand même très, très encourageant, puis je pense qu'on va revoir des bons moments quand même d'ici la fin de la saison, mais
Et je pense que les séries, c'est peut-être qu'il faut commencer à pas oublier l'idée, mais s'en éloigner. Puis là, tu arrives au point où tu te demandes, OK, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être acheteuses à date limite. Ça va être un marché de vendeurs. Est-ce que tranquillement, pas vite, tu te dis, peut-être Jake Evans, Joel Armia, Christian Dvorak, David Savard. Moi, je n'échangerais pas nécessairement, surtout Evans, puis Armia, je pense que j'essaierais de les prolonger plus que de les échanger, mais surtout avec le plafond qui va monter. Mais peut-être que tu dis, gars, peut-être qu'on échange ces gars-là, puis qu'une dernière année, puis l'année prochaine, on pense qu'on va être meilleur avec des mid-off et tout, mais c'est des grosses décisions qui vont se prendre dans le prochain mois. Je pense que les 2 semaines de pause avec les 4 nations, ça va faire du bien à tout le monde, se reposer un petit peu, puis repartir en force, mais là, on a encore 4 matchs à jouer cette semaine. On n'est pas rendu à cette pause-là encore. 2 matchs dans l'Ouest avec San Jose. Un match à San Jose à 10h30 en pleine semaine. C'est sûr que ce match-là va finir 2-0. Ça va être le pire match de hockey que vous avez vu de votre vie. L'éternel match. La fameuse calice de game annuelle à San Jose, là. Horrible. C'est annuel. Je pense qu'ils n'ont pas gagné depuis 98, je pense, à San Jose. Non, il me semble qu'ils ont gagné, genre, il y a... L'année passée. 2 ans, je pense. Peut-être l'année passée. Peut-être, mais en tout cas, c'est tellement oubliable, ces matchs-là. Mais... puis après ça, c'est les Kings. Les Kings, j'ai l'impression qu'ils nous battent à chaque fois qu'on joue. Les Kings, Philippe Dano va nous crisser 3 goals, juste pour faire... Il y en a 5 cette année, il va doubler ça pendant son match contre le Canadien. Puis après ça, les 2 matchs de la fin de semaine du Super Bowl, puis après ça, ils sont en vacances. Peut-être que tu as un Eman pour ces 2 matchs-là, c'était vraiment chanceux, j'en doute, mais peut-être, je sais pas, man, c'est... Mettons que mon niveau de confiance est pas mal plus bas que 2 semaines. Finalement, dans un de ces matchs-là, quand même, que les Canadiens ont perdu, sans dire que c'était cool à voir. C'était cool à voir. Dernier match de Marc-André Fleury en sol québécois. Tu sais, pas mal ça dans la saison. Puis les Canadiens qui ont offert un sacré bel hommage à Marc-André Fleury. Et la foule qui a embarqué d'ailleurs. Un jeu blanc d'une victoire de 4-0 pour Marc-André Fleury, puis toute la foule, man, qui scande son nom, puis t'es comme... Wow! Mais, puis, moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème avec ça. Je suis très content qu'il y ait eu cet hommage-là et tout, mais j'ai écouté c'est Chris Nyland cette semaine qui dit... Moi, tu sais, dans mon temps, Chris Nyland a joué dans les années 80, évidemment, là, il dit, moi, si tu m'avais fait faire une poignée de main pour honorer un gars qui vient de te battre, moi, j'aurais sacré mon poing d'en face, là, puis ça vous a-tu énervé un petit peu, vous autres, de voir ça ou non? Les joueurs qui... Chris Nyland, je comprends. Oui, je parle pas nécessairement de Nyland, mais... Mais tu sais, mais non, je pense, écoute, c'est... Marc-André Fleury, je peux comprendre Chris Nyland. Marc-André Fleury a tellement fait mal paraître le Canadien pendant autant d'années. Puis, soyez honnête avec moi, là. Puis, Mio, je sais que tu paries pas, là, mais à quel point on aurait mis un 10$ que Marc-André Fleury allait faire un jeu blanc ce soir-là? Je ne fais pas de paris sportifs, effectivement, mais si j'avais à mettre de l'argent... C'est le jeu blanc le plus prévisible, puis même à ça, moi et Félix, qui parie une fois de temps en temps, on n'a même pas été assez bright pour dire, tu sais quoi, on va mettre un 10$ là-dessus parce que c'est sûr que ça allait arriver. On vous a demandé sur Facebook, c'était quoi votre moment le plus mémorable de la carrière de Marc-André Fleury, puis autant que, tu sais, on s'attendait peut-être à, tu sais, moi, la première Coupe Stanley avec les Pingouins, ou tu sais, peu importe, ou peut-être même pour les plus anciens, quand il a été repêché, quoi de même. On a eu un témoignage de l'ami de l'émission, Manuel Villeneuve, qui écrit « Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de le rencontrer sur un plateau de tournage pour l'Académie de hockey McDonald's. Après la séance, tous les gardiens en présence ont signé mon bâton de gardien et ont quitté, sauf Flower, Marc-André Fleury. Il est resté avec moi dans le vestiaire pendant une trentaine de minutes à me poser des questions sur ma saison de hockey mineur, mon style dans les buts. Il m'a même fait essayer son équipement, même si on sait comment il est superstitieux. Une vedette de la LNH qui s'intéresse à un jeune fan avec patience et authenticité en un bel après-midi ensoleillé pendant son off-season. Ça en dit long sur l'humain spécial qui est Marc-André Fleury. C'est comme ça qu'il est devenu mon joueur préféré. Ouais, puis c'est... Comment tu peux mieux décrire Marc-André Fleury que ça? Puis, tu sais, oui, il y a l'athlète, il y a les statistiques, il y a les Coupes Stanley, mais il ne faut pas oublier, là. Tu sais, puis ça, j'étais ça au maximum, là. C'est probablement top 3 des joueurs les plus populaires de la Ligue nationale au grand complet. Que ce soit la personne, c'est prank légendaire qu'il a fait dans toutes les années, puis juste son sourire contagieux. Une Ligue nationale sans Marc-André Fleury, on dirait que c'est pas pareil.
Non, puis il y avait comme notamment l'attitude du gardien un peu étrange, puis Manuel a parlé de comment il est super superstitieux. Man, c'était beau à voir. Vraiment. Ouais, puis tu sais, on a souvent cette réputation-là aussi de Fleury. On parle tout le temps de ce gars-là comme étant le maître des jokes. Pendant n'importe quel journaliste, coéquipier qui l'a couvert, là, Marc-André Fleury a niaisé n'importe quel. Des fois, les gars, ils répondent, ça c'est drôle. Puis, tu sais, mettons, un gars, il remplit le char d'un gars de papier de toilette, quoi que ce soit. Puis l'autre, il répond en mettant plein de petites billes. Tu sais, c'est tout le temps ça. Ça a toujours été ça. Puis je pense que ça a fait partie des raisons pour lesquelles il est devenu aussi populaire à travers la Ligue. Mais même à Montréal, où il a toujours dominé le club, il n'a jamais joué pour le Canadien. Puis, c'est Alan Walsh qui disait cette semaine, il dit oui, on a pensé peut-être avec Fleury à Montréal, mais il y a comme eu un certain Carey Price pendant tout le long de la carrière de Fleury qui a rendu ça un petit peu compliqué pour ce projet-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça n'a jamais à donner, mais j'ai l'impression qu'à Montréal, on l'a comme un peu adopté, entre guillemets, dans le sens que c'est un petit gars du coin, puis on comprenait que si Carey Price n'était pas là, probablement qu'on aurait trouvé le moyen de payer le gros prix pour aller le chercher, qu'on aurait pu l'attirer en ville ou quoi que ce soit. Fait que, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a toujours été comme le bienvenu à Montréal ou quoi que ce soit. Puis c'est un bon gars, puis Manu l'a bien raconté avec cette histoire-là. J'ai l'impression que n'importe qui a connu Fleury de près ou de loin aurait une histoire du même genre. Ce gars-là a une réputation immaculée, quoi que ça, puis c'est pas pour rien que cette réputation-là. C'est vraiment un maudit bon gars, puis je pense qu'on peut tous en témoigner, puis il a vraiment mérité pour moi cet hommage-là au Centre Bell. Je viens d'avoir un flash aussi de Manu qui parle de son expérience en tant que gardien de Ligue mineure. C'était Jocelyn Thibault qui était de passage. C'était à la couverture au 98.5 avec Martin McGuire, Danny Dubé, qui dit à chaque saison morte, Marc-André Fleury, que plus il se rapproche de la retraite, il n'arrêtait pas de poser des questions à Jocelyn Thibault qui était à la tête de Hockey Québec, qui dit comment je peux m'impliquer dans le hockey mineur. Puis voilà, c'est Marc-André Fleury qui veut essayer d'apporter quand même de l'aide pour développer, entre autres, la position de gardien de but, mais faire aimer le sport aussi, faire aimer la position parce que, les gars, ça coûte cher jouer au hockey. Ouais, c'est ça, il peut-tu aider à rendre ça un petit peu moins dispendieux? Puis c'est ça. Puis Marc-André Fleury, il avait dit lui-même, lui, il a commencé parce que c'était le stock de la ville qui empruntait, là. Oh, wow! Ouais. Ça, j'avais pas ça. C'est cool. Le stock de la ville de Sorel-Tracy. Sorel. Ah, Sorel. Sorel nous a quand même produit Marc-André Fleury puis Denis Villeneuve. Quand même. Respect Sorel. Respect Sorel. Je pensais pas dire cette phrase-là en commençant le show aujourd'hui, par exemple. Ah, moi non plus. Autre chose qu'on ne s'attendait pas peut-être à dire cette semaine, c'est le beef Elias Pettersson, le bon Elias Pettersson et JT Miller est terminé à Vancouver. JT Miller qui s'en retourne avec les Rangers dans une drôle de transaction qui implique plusieurs personnes. On a aussi, après le trio des Stahl, on a le trio des Pettersson à Vancouver, mais bon. Peut-être pas. Aucun est relié entre eux en plus. Ouais, ils sont pas frères, c'est plate, ça compte pas, ça. Non, exact. Mais il y en a deux qui ont le même prénom, par exemple. Ça, c'est quand même cool. Puis il l'écrit pareil, c'est ça. Ouais. Tu sais, Peterson avec 2 T puis 2 S, je vois pas ça souvent. Puis là, il y en a 2. Il y en a 5 dans toute la ligue. Les Canucks en ont 3 des Peterson. Parce que certainement que le fait qu'il y ait 3 Peterson à Vancouver, c'est la partie la plus importante de l'échange et non pas JT Miller qui s'en va. Non, ben oui, ben absolument. C'est le plus important. Voyons, de quoi tu parles. Pour vrai, les Rangers, cette édition des Rangers-là ne va jamais se retirer de l'étiquette de Powerplay Merchant. Non, mais cette équipe-là, le vestiaire, on parle tout le temps que le vestiaire va pas bien depuis le début de l'année, OK? Fait quoi de mieux qu'aller chercher un gars qui est au cœur de la dispute de vestiaire la plus populaire de la LNH, la plus médiatisée depuis le début de la saison? C'est comme si tu avais là, une poubelle, OK? Une poubelle pleine de papier. Puis là, les Rangers qui ont pris ça, ils ont fait, hey gars, juste pour le fun, là, on va craquer une allumette, on va pitcher ça là-dedans, puis on va regarder ce qui se passe. J'ai vraiment hâte de voir ça. Premier match, ça a bien marché, 2 buts pour JT Miller, puis c'est un match. On va en prendre et en laisser, là, mais est-ce que ce vestiaire-là, qui est déjà fragile, va tenir avec un JT Miller qui n'a pas exactement une réputation aussi bonne que Marc-André Fleury en tant que coéquipier? J'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison. Au moins, ça va bien pour les Rangers ces temps-ci. On recommence à gagner des matchs. On est de retour dans cette course aux séries-là, mais même j'ai l'impression que ça pourrait imploser de façon spectaculaire chez les Rangers. Ben, moi, sais-tu, j'ai peut-être l'impression que j'ai envie d'être positif. Puis, tu sais, JT Miller, c'est un gars
d'émotion, tu sais. Puis à Vancouver, les fans le disaient, c'était le leader émotif de cette équipe-là. Fait que peut-être c'est ça que les Rangers avaient besoin. Que JT Miller arrive et qu'ils disent un gars comme Chris Kreider, Mika Zibanejad, puis Artemi Panarin et autres vétérans. Écoutez, sortez-vous la tête de votre cul, jouez de la bonne façon. On est trop bon pour ne pas faire les playoffs. Moi, je pense que ça peut rapporter des dividendes. Mais c'est un mot panique. Si les Rangers n'étaient pas autant sur la panique, est-ce qu'on allait chercher JT Miller? Je pense pas. Mais c'est vrai qu'avec les Rangers, les leaders qu'on a, le groupe de vétérans, c'est. À Vancouver, on avait un peu ce problème-là avec Elias Pettersson. Je pense que c'est pour ça que les deux clashaient tant que ça. Le Pettersson, qui est un gars qui, on le voit, qui est beaucoup plus réservé et tout. Là. Les Rangers, on avait un groupe de leaders quand même solide, mais assez beige un peu. Tu n'avais pas le leader émotif. Peut-être Chris Kreider, mais tu sais, des Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Adam Fox. C'est jamais ces gars-là que tu vas voir péter un plomb ou quoi que ce soit. Puis des fois, juste de mettre le feu au cul des gars, là, je sais pas, ça va peut-être les craquer un peu. Là, juste on va voir ce que ça va donner pour les Rangers, mais je trouve que c'est risqué, mais ils sont dans une situation où il faut qu'ils prennent des risques pour essayer de sauver cette saison-là. Oh, définitivement. Les gars, savez-vous qu'est-ce qui se passe dimanche de la semaine prochaine? Je sais, moi, je pense que les Canadiens jouent un match à 13h, mais sinon, je sais pas. Je pense pas qu'il se passe rien d'autre de. Ah, il n'y a pas Kendrick Lamar qui donne un show qui est populaire un peu, là. Puis qu'apparemment, Tyler, the Creator, a dit fuck off, je serai pas à ce show-là. La NFL n'est pas prête. La NFL n'est pas prête pour Tyler, the Creator. On n'est pas encore rendu là. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain, Mio? Ah, fait que dans le fond, il y a peut-être une compétition qui s'appelle le Super Bowl. Littéralement le plus grand événement sportif nord-américain de l'année. Ouais, exact. Là où, pour de vrai, les gars, la seule année où les gens vont vouloir nous entendre parler de football, où les amateurs, les non-amateurs, pardon, de football dans notre entourage vont nous demander 1 million de fois comment ça fonctionne un premier 10. Puis pourtant, tu dis, je t'ai dit la même, call les affaires à chaque année. Puis là, tu te proposes une semaine avant le match, tu dis, ben écoute, as-tu besoin que je te le rappelle tout de suite? Je suis là pour ça, là. Regarde, je suis prêt, là. Parce que pendant le match, c'est terminé. Moi, je regarde le match. Non, je regarde pendant le match. Fait que, dans le fond, c'est quoi, Catherine? Pourquoi il fait pas juste comme lancer le ballon vraiment fucking loin, genre, puis tout le monde fait juste quoi? La NFL avec juste des Hail Mary, ça serait immensément awesome. Tu as juste le droit de faire des Hail Mary. Et remplacer le Pro Bowl par une compétition des Hail Mary. Le flag foot existe. Ah, man, fuck le. Ouais, je comprends Mio, puis mes respects, j'aime le flag football quand c'est le fun de jouer, mais une compétition de Hail Mary, genre, t'as juste genre 10 contre 10. Puis non, mais rendu là, justement, le flag foot, c'est une compétition d'Hail Mary, tu fais juste ça, lancer le ballon, c'est littéralement la meilleure chose que tu peux faire. Hey, une course au flag football, là, par expérience, là. Non, mais sinon, on fait football full contact, ça garnotte. Ça, c'est pour ceux qui suivent le podcast depuis le début. Là, on ramène le football full contact, ça garnotte. Oh my God, oui, football. Anyways, alors, finalement, c'est un affrontement Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie. Et the crowd goes mild, mais c'est bon, ça va être le Super Bowl qu'on va avoir. Alors, voici nos prédictions officielles. Félix Forget, Pierre-Olivier Poulain. Je vous regarde chacun d'entre vous. Qui sort gagnant de ce duel? Les Chiefs, man. Je l'ai dit au début de l'année, je l'ai dit à chaque semaine. Je vais le croire quand je vais le voir que les Chiefs sont morts. Puis je pense que les Chiefs vont gagner. Veux-tu me mouiller avec un score aussi tout de suite? Vas-y donc. 27-20. Ça va être plus défensif que les gens pensent. Ah, mais tu vois, même 27-20, je trouvais que c'était quand même offensif. Pour OK, ouais. Ben, parce que la dernière fois, ça avait été une 35-39. Qui inclut les Eagles et une défensive menée par Steve Spagnuolo. Moi, je pense, tu vois, ça serait dans ces eaux-là, mais une différence de 7 points, c'est beaucoup trop pour les Chiefs. Voyons, les Chiefs doivent gagner par 3 points au moins. C'est vrai. OK, je change pour 23-20 à cause que Pop. Non, je change. C'est dans mon tour. Le bon vieux 27-14. Pour moi, ça pourrait être un score... 27-14? Attends un peu. 27-24, voyons ce que je dis là. Sacrement. Là, il me dit que 7, c'est trop, puis il donne un 13. Mais, tu sais, un 27-24 avec le classique, les Chiefs qui vont tirer de l'arrière par 2 possessions
pour commencer le 4e quart, puis somehow va réussir à gagner. Ça va être Y a-tu un botté classique. bloqué aussi? Bloques-tu un botté? Est-ce que ça va être un botté bloqué? Est-ce que ça va être un retourneur qui va échapper le ballon? Ou Man, j'ai déjà... non. Le pire affront, ce serait que Saquon Barkley part pour un toucher de 70 verges, puis qu'à la ligne de 1, il commence à célébrer trop de bonheur, puis il drop le ballon à la ligne de 1. Oh man, Saquon Barkley qui quitte le Super Bowl aux Eagles, ce serait... Oh mon Dieu. Je pense pas que je suis prêt à ce monde-là. Les fans des Je Giants. pense pas que je suis prêt à ça. Oh mon Dieu. Hey, les fans des Giants seraient enfin de quoi? Après une année au complète à faire Raider, il y aurait peut-être un petit quelque chose finalement. Oh mon Dieu. Hey, je suis pas prêt à ça, je pense. Mais je sens que ça va être une affaire de même. Soit ça va être un botté d'Harrison Butker avec 2 secondes à faire, ou ça va se gagner en prolongation sur la première possession. Gagné par les Chiefs, évidemment. Honnêtement, j'aimerais ça que ce soit une défaite pour les Big Bad Chiefs, tels qu'on les connaît. Mais encore une fois, ça va devoir prendre un effort surhumain de l'attaque des Eagles. Et certainement, c'est le plus gros défi que cette ligne à l'attaque-là va avoir avec Steve Spagnuolo qui va blitzer, les gars. Il va blitzer 8 fois sur 10 avec 8 gars s'il faut. Parfait, on ne sera pas au carrière. Parfait. Tu as juste à te rendre à Saquon Barkley qui, encore une fois, on va lui donner toutes ses fleurs pour la saison qu'il a eue, mais là, cette fois-ci, il va devoir éviter des tackles comme il n'a jamais eu à en éviter dans toute sa carrière. Ça va tellement être un match-up intéressant pour l'attaque au sol. Ceux qui vont vouloir voir peut-être un jeu aérien, je ne sais pas si on va en avoir, encore une fois. Peut-être. Hein, on ne sait jamais avec ce maudit sport-là, mais on regarde comme ça en surface, on donne nos prédictions. Ça ne s'enligne pas pour un match qui va se jouer par la passe. Oh, il va avoir un 150 verges de toucher de Travis Kelce comme d'habitude aussi, mais pour le reste, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais ça, il va avoir un 120-150 verges, 2 touchés, Travis Kelce va demander Taylor Swift en mariage. Oh my God! Ça s'en vient. Ça va s'en venir. Vous savez que ça s'en vient. Hey, je m'en allais te poser en joke la question. Ce match-là, je finis avec une demande en mariage. Oui! Tu seulement te devancer. Oui! C'est pas que je le veux, mais donc, tant qu'à rig le script pour que ce soit le plus hollywoodien possible, pousse ça au maximum. Non, Moi, je vais vous poser la vraie question que tout le monde se pose sur ce Super Bowl-là. Est-ce que Drake se fait traiter de pédophile pendant le show de la mi-temps à Kendrick Lamar? Et encore une fois, je veux que ma réponse soit oui. Ah ouais, je pense qu'il va y aller. Mio fait dire qu'il finira pas le choix avec nous, je pense. Man, est-ce que je déteste toutes de ces séries de la NFL? C'est fou comment j'aille tout ce qui s'est passé. Hey, les Steelers sont fait battre par les Ravens. Steelers, le seul bon match-up dans les séries, ils se font des calissés. Man, les Lions, les Vikings font sortir à leur premier match en série. Bills qui se font encore sortir, man, par les Chiefs. C'est notre game bullshit. Man. Puis pourtant, je savais très bien là, que les Steelers allaient jamais sortir de ces séries-là. Puis, tu sais, je me suis dit, moi, je suis partisan. Je suis plus partisan d'aucune des équipes qui restent là. Ça va. Je laisse pas mes émotions. Je laisse pas mes émotions nuancer mon jugement. Là. Si vous posez la question, je pense que c'est la dernière année que Mio va couvrir du football. Je pense qu'il n'en peut plus. Je regarde sa face, je pense qu'il va craquer. Si les Chiefs gagnent, il ne reparle plus de football pour au moins 3 ans, je pense. Puis quand les Titans vont échanger leur premier pick au draft cet été. Ah, ça me dérange pas qu'ils descendent. Ça me dérange pas. Mais moi, je fais juste imaginer un gars qui est dans la police à Philadelphie, à quel point il est en stress en ce moment. Man. Les poteaux doivent déjà être graissés. Je veux dire, pour moi, ils vont être graissés toutes les... Ça, c'est drôle. Ça me fait vraiment rire. Là. Puis, le plus, c'est que ça n'empêche personne. Mais non, ils trouvent des solutions. Hey. C'est mal connaître Philadelphie de penser que des poteaux graissés, ça va les empêcher. Les Eagles qui défont le three-peat
possible des Chiefs et qui bat Travis Kelce et Taylor Swift pour gagner le Super Bowl. Cette ville-là brûle. Je m'excuse, là, mais ça brûle, là. La ville de Philadelphie, man. En tout cas. Puis je pense même que ça va brûler jusqu'à Pittsburgh. Je serais même pas surpris. Oh, come on! Come on! Anyways, avec entre-temps, on va avoir c'est quand même la saison des honneurs individuels dans la NFL. J'ai besoin de chacun votre bulletin, de qui est-ce que vous voyez gagner chacun des prix. Ça va ici. Alors, on a l'entraîneur-chef, le joueur comeback, la recrue défensive et offensive, le joueur offensif et le joueur défensif de l'année. Puis, on va se terminer ça après. Je laisse un petit peu de temps pour le MVP, mais au-delà de ça, Félix Forget, qui sont tes choix? OK, je vais y aller vite. Comeback Player of the Year, je pense qu'on va y aller avec je dirais Joe Burrow, parce qu'il faut qu'il gagne quelque chose, mais il ne gagnera pas un autre des trophées, fait que je dirais Joe Burrow. Recrue offensive, ça va être Jalen Daniels. Je pense que Bonix a bien essayé, mais je pense que Jalen Daniels va gagner. Joueur défensif, Jared Verse, une brute avec les Rams, génère de la pression sans bon sens. Je pense qu'il va gagner ça. Quinion Mitchell mériterait de l'amour aussi, mais je pense que ça va être Jared Verse. Entraîneur de l'année, j'irai avec Kevin O'Connell, amener une équipe avec Sam Darnold comme carrière partant à 14 victoires, ou 13 je pense, mais en tout cas, 13-14 victoires, juste le fait qu'il y en ait au moins 13 avec Sam Darnold, donnez-lui le titre tout de suite. 14 fois parce qu'il a perdu 2 fois contre les Vikings, 2 fois contre les Rams, incluant les séries. C'est vrai, ben ouais, c'est vrai, mais ok, c'est vrai. Fait que 14 fois en saison. Ok, fait on va y aller avec Kevin O'Connell. Joueur offensif de l'année, Saquon Barkley. Ja'Marr Chase a une triple couronne, puis on le considère même pas. Ça démontre bien à quel point Saquon Barkley a une saison dominante. Joueur défensif de l'année, man, je pense pas qu'il va gagner, mais mon Dieu que j'aimerais ça que Zach Bond le gagne, parce que ce gars-là a une saison incroyable. Un gars qui était signé pour être un joueur sur les unités spéciales, puis qui a eu une des meilleures saisons de linebacker que j'ai vues depuis un hostie de mon bout. Fait que j'irais avec Zach Bond. Si j'avais à voter, j'irais pour lui. Je pense que Patrick Surtain va gagner ça, mais j'aimerais vraiment ça que Zach Bond le gagne parce que je trouve qu'il le mérite vraiment. Pop! Écoute, un Comeback Player of the Year qui n'inclut pas Sam Darnold, what are we doing here? Moi, c'est juste ça. Avant de faire mes choix, je suis genre, Félix, pour vrai, Joe Burrow over Sam Darnold. Ouais. Pas sûr. Je peux comprendre. Les deux se défendent. Parce que je veux donner de quoi à Burrow, mais sa saison était juste trop cool. Ah, mais c'est pas un comeback qu'il a fait. Là, au pire, il était blessé. Il était blessé quand même assez sérieusement. Darnold, il revient de quoi? Être pourri? Oui. Mais non. On l'a. Mais écoute, si la NFL veut vraiment donner de quoi à Joe Burrow, on fera un trophée pour lui, là, puis ça le trophée de Joe Burrow, donné à Joe Burrow. Celui qui carry le mieux sa team. C'est comme le MVP, mais sans gagner. C'est ça en vrai. Mais, offensive player of the... Tu sais, défilé de même, là, tu sais, je pense que, à part peut-être... Pour vrai, je pense que tout a été dit, je pense, du côté de Félix. Peut-être à part le joueur défensif de l'année. Je pense que c'est réglé de ce côté-là. Saquon Barkley va gagner. Kevin O'Connell va gagner le titre d'entraîneur de l'année. Est-ce que Dan Campbell pourrait être même considéré pour avoir fini de même? Peut-être même Andy Reid? Peut-être? Peut-être Dan Quinn aussi pour avoir amené les Commanders en série à 11 victoires. Mais pourquoi je pense que c'est 11. Il me semble que c'est 11 Washington. Mais pour le reste, je pense que tout a été dit de ce côté-là. Jared Verse, j'aime ça. J'essaie de voir une autre équipe, mais tu sais, c'est sûr que pour moi, Offensive Player of the Year, moi, je donne ça à Daniel Jones pour commencer. Mais non, je pense que tout a été dit. Saquon va gagner. Tu sais, quand tu dis que Ja'Marr Chase, un receveur de passe, fait une triple couronne, puis qui gagne, ça prouve-tu à quel point les running backs sont back? Ils l'ont difficile. Ouais, mais ils sont revenus, running back, parce qu'on pourra pas. Tu sais, as-tu entendu parler de la triple couronne de Ja'Marr Chase cette année? Un peu, mais
pas tant que ça. Quand Cooper Cup l'avait fait, je me souviens, c'était la folie furieuse. Quelle belle Avec année. raison. Là. Quelle Avec belle année raison. pour être un porteur de ballon, man. Ouais, et puis, Les porteurs de ballon avec leurs nouvelles équipes cette année, en Josh Jacobs, James Cook et compagnie, man. Quelle belle saison pour être un porteur de ballon. puis mettons, j'enlève Saquon. Tu votes plus pour Derrick Henry qui est à 1900 quelques verges ou tu votes pour Jamar Chase qui a une triple couronne? Je risque d'y aller quand même avec Derrick Henry. Voilà, Simple. c'est ça mon point. Il y a une triple couronne, puis il est possiblement 3e. Puis ça, c'est sans compter que tu as peut-être le carrière qui va perdre MVP entre Lamar Jackson et Josh Allen. Oh, n'avance pas trop. En tout cas, un de ces deux-là, un de ces QB-là pourrait être là-dedans aussi. Je pense que c'est Allen qui est nommé comme joueur offensif de l'année, pas Lamar. Ça, c'est vraiment bizarre. Là. Mais je pense qu'il y en a un des deux qui est nommé. Ça pourrait être un des QB qui va gagner aussi parce qu'on veut donner de quoi aux deux gars. Pour mon bulletin, je respecte pas mal un peu les mêmes choix que les vôtres. Toutefois, mon entraîneur-chef de l'année, j'ai pas d'autre choix que d'y aller avec Dan Quinn, personnellement. Félix, tu l'as mentionné, man. Personne ne s'attendait à ce que Washington y soit là. Puis c'est aussi la raison pourquoi Jayden Daniels va gagner aussi le titre de recrue offensive de l'année. Joueur comeback, ça doit aller à Sam Darnold. Peu importe ce que vous voulez dire de la personne du joueur. C'est juste Félix Forget qui essaie d'être un petit peu hipster avec son choix. Ensuite, pour ce qui est de la recrue défensive, je vais y aller avec Quinyon Mitchell. Je veux dire... Oh, OK. Man, on a tellement eu des bons joueurs recrues en défensive cette année dans la nationale. Puis, vraiment, le même Jared Verse, Brennan Fisk, tellement des bons joueurs, mais je pense que. Sur les 5 finalistes, il y en a 2 avec les Rams puis 2 avec les Eagles. Hein. C'est ça qui est fou. Mais je pense que je vais quand même y aller avec Quinyon Mitchell. Joueur offensif. Y a-tu vraiment un autre débat qui va aller ailleurs que Saquon Barkley? Et c'est là qu'on se dirige vers le grand titre, celui qui est remis au joueur le plus utile de la NFL. Cette fois-ci, Pop, je te laisse y aller en premier. Je dois m'incliner. Je pense qu'on ne peut pas nier les statistiques et l'équipe de PR derrière, mais ça va être Lamar Jackson. Wow! Est-ce que moi, je voterais pour Josh Allen? Oui. Non, tu voterais pour Aaron Rodgers. Fact. Je voulais dire tantôt, je suis tellement content, il n'y a pas d'Aaron Rodgers dans le MVP. D'ailleurs, pour célébrer pour Aaron Rodgers, puis deuxième Daniel Jones, juste pour célébrer dire... l'occasion, les gens qui sont sur YouTube, celle-là est pour vous. Vous vous rappelez quand Pop il a mentionné qu'Aaron Rodgers allait être MVP, je me suis levé parce que j'étais en pyjama. Mesdames et messieurs, je porte le même pyjama que lorsque Pop a dit à cette antenne qu'Aaron Rodgers allait être le MVP pour la saison 2024. Ceci est un podcast professionnel, mesdames et messieurs. Ouais. Mais je suis en pyjama. Mais écoute, je pense que, tu sais, un peu comme Shohei Ohtani qui a amené des nouveaux plateaux qui n'ont jamais été vus. Tu sais, Lamar Jackson a atteint ce genre de choses-là. Les gens l'aiment. On dirait que peu importe ce qu'il fait, tout le monde va trouver un moyen de dire que c'est le meilleur carrière de la NFL. Je peux pas m'incliner contre la machine médiatique. Ça va être Lamar Jackson qui va gagner. Josh Allen le mérite amplement, mais je m'incline, puis on verra l'année prochaine. Est-ce que les Ravens vont réussir à faire quelque chose encore une fois? Tu vois, Pop, c'est là que je vais prendre le relais, parce que toi, tu es déçu de dire que ça va être Josh Allen le MVP cette année. Puis, Okay. Oh, ouais. Josh Allen, c'est finalement la saison MVP. Puis encore une fois, des statistiques qui sont très bonnes, mais par-dessus tout, encore une fois, ça reste un débat éternel de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut plus parler des statistiques ou est-ce qu'on veut parler beaucoup de l'intangible? Josh Allen est le système des Bills de Buffalo. Encore une fois, je vais le redire. Saison 1, on a ri des Bills. On dit, il n'y a rien qui va arriver avec les Bills cette année. Puis, encore une fois, on s'est retrouvé à une possession de battre les Chiefs et de se rendre au Super Bowl. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans Josh Allen. Finalement, on commence à établir peut-être un groupe de receveurs compétents, jeunes avec lui, avec Keon Coleman et Mac Hollins. Mais, man, Josh Allen faisait en sorte que les Bills, à chaque semaine, pouvaient gagner ces matchs-là. Josh Allen a eu le meilleur match individuel pour tout carrière cette saison dans une défaite
Puis on a quand même plus parlé de sa performance, c'était contre les Rams de Los Angeles. Ouais, C'est c'est pour vrai. ça que mon MVP Et cette les année. Bills aussi, c'est la première équipe, si je ne m'abuse, de l'histoire de la NFL avec 30 touchés aériens puis 30 touchés au sol. Tu sais, c'est un nouveau Complet. 30-30. Tu sais, je parlais de plateau tantôt. Ça pourrait peut-être aider Josh Allen de ce côté-là. Puis aussi, on pourrait regarder les Ravens et se dire, est-ce que Lamar Jackson était aussi efficace parce qu'il y avait la menace d'Eric Henry pour le protéger? Voilà. Ça, c'est un bon point. Écoute, moi, je pensais que Pop, t'allais aller sur Josh Allen, puis Mio, t'allais aller sur Lamar. Fait que, honnêtement, je suis extrêmement étonné de ce qui se passe ici. Moi, je dis mon vote vers Josh Allen. Mais Ouais. je crois que c'est Lamar Jackson qui va le gagner pareil. Écoute, pour moi, les deux méritent, puis je pense que c'est le constat que pas mal tout le monde arrive à celui-là. Je pense que c'est pas extrêmement nouveau de dire que les deux gars le méritent. Fait qu'il faut trouver des façons de différencier les deux gars. Puis ben, il y en a une façon de différencier les deux gars. Il faut rappeler que les votes pour les honneurs individuels, ça se termine avant le début des séries. Ça se fait entre la saison et les séries. Donc, c'est déjà déterminé depuis un mois, en fait, parce qu'on a déjà les bulletins de vote. Et donc, ça veut dire qu'on a un seul match dans lequel on peut comparer Lamar et Josh Allen. Un match dans lequel les Ravens ont dominé les Bills. Une horrible performance de Josh Allen dans ce match-là. Et bien, je pense que quand tu as deux gars aussi serrés, tu regardes l'affrontement où est-ce que les deux gars ont joué un contre l'autre. Et bien, Lamar avait complètement déclassé Josh Allen pendant ce match-là. Écoute, peut-être qu'on va te donner à Josh Allen parce qu'on est tanné de voter pour Lamar. Tu sais, il y a le fameux voters fatigue. Là, on en parle beaucoup dans le sport. C'est la raison pour laquelle LeBron James n'a pas gagné l'MVP pendant 25 ans de suite. Mais tu sais, Lamar est quand même le MVP en titre. Est-ce qu'on va vouloir aller ailleurs? Peut-être. Mais tu as eu deux gars qui ont eu des saisons extrêmement similaires. Ils ont joué un contre l'autre. Puis dans ce match-là, Lamar a triomphé. Je pense que Lamar va gagner ce titre d'MVP-là et je voterais pour lui si j'étais dans cette situation. Est-ce que l'argument que Josh Allen a été le seul vrai carrière à avoir battu fair and square les Chiefs de Kansas City, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Là-dedans. Ça vaut quelque chose, surtout que Lamar ne l'a pas fait en saison régulière. Lamar a perdu dans ce match-là à cause que Isaiah Likely porte du 11 au lieu de porter du 10. Mais tu sais, c'est. Peut-être que ça va jouer, mais comme je te dis, j'essaie de trouver. Tu sais, quand tu regardes les bris d'égalité dans la NFL, là, pour départager les équipes au classement, là, ben, le premier bris d'égalité, c'est affrontement un contre l'autre. Qui a battu l'autre? C'est quoi la fiche d'une équipe contre l'autre? Puis, ben, Lamar a battu Josh Allen dans ce match-là, puis il a été vraiment meilleur que lui. Allen avait une performance épouvantable dans ce match-là. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. C'est aussi simple que ça. C'est stupide. Puis c'est sûr que si tu regardes, mettons, les Chiefs, les deux équipes les ont affrontés, puis Allen était vraiment meilleur contre les Chiefs que Lamar avait été bon contre les Chiefs dans ce match-là. Mais puis oui, on pourrait dire que Lamar avait Derrick Henry, puis que Josh Allen avait James Cook, qui n'est pas mon préféré, qui a quand même connu une bonne saison, mais donne-moi Derrick Henry avant de me donner James Cook. Mais l'attaque des Ravens était tellement bonne en général. Puis oui, Derrick Henry l'a amené à un autre niveau, mais ce niveau-là, on ne l'atteint pas sans voir Lamar Jackson. La preuve étant que l'année passée, les Titans étaient une attaque épouvantable, même avec Derrick Henry. Fait que Derrick Henry a élevé les Ravens, mais il n'aurait pas pu élever quelque chose qui n'était pas bon à la base. Fait que pour moi, c'est pour ça que je le donne à Lamar, ce trophée-là. Mais sérieusement, peu importe lequel des deux va gagner, je veux dire, ça va être mérité, mais je pense que Lamar a été une petite coche meilleure que Josh Allen. Ça va être quoi la différence dans les points, dans les votes? Oh man, ça va être. Je pense que 50 personnes qui votent. Sérieusement, je ne serais pas surpris que ce soit comme 30 pour Lamar, mettons 24 pour Allen, puis genre 2-3 qui vont le donner à Barkley, puis une autre je pense que Joe Burrow est là aussi. Une ou deux personnes vont voter pour Burrow, genre, mais ça va être quelque chose de même. On va avoir des shades de 1995. Hein? J'ai pas cette référence-là. Le référendum. On cherchait trop loin dans la NFL. Moi, je cherchais. T'es en train de commencer à taper, c'est qui? C'était quoi le MVP Award 1995? Non, le référendum. Moi, je pensais que t'allais genre l'année où est-ce que Manning et McNair avaient été co-MVP, mais c'est 2003, ça, c'est pas du tout 95. Voulez-vous que je vous dise quelque chose par rapport au référendum de 95? Vas-y. J'étais né et pas vous.
il va jamais battre les allégations, man. C'est... Ok, Jamais bon, battre les t'étais littéralement allégations haut comme 3 pommes, là, mais... J'avais 9 mois. Exactement. Exactement 9 mois. Hey, d'ailleurs, juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, on a eu une mise à jour concernant la NBA et Jimmy Butler qui ne se fait pas d'amis. Viens pas me dire qu'il vient de changer, là. Non, mais... Oh. Non, mais Jimmy Butler qui a beaucoup été associé aux Warriors de Golden State, a dit que s'il s'en va là, il ne signe pas d'extension. Fait que là, fait que c'est terminé. Jimmy Butler n'ira pas aux Warriors. Les Warriors ne veulent plus rien savoir. Moi, honnêtement, je trouve ça plate pour les Warriors. En fait, pour les Warriors, mais surtout pour Steph Curry. Parce que regarde LeBron qui vient d'avoir Luka Doncic pour jouer avec. Puis c'est qui le bras droit de Steph Curry en ce moment? Brandon Podziemski qui est pourri? Andrew Wiggins? On peut-tu donner quelque chose à Steph un petit peu? Là? Non. On parlait tantôt que l'affaire la plus scandaleuse qui est arrivée dans les 10 dernières années dans la NBA, c'est Kevin Durant qui signe avec les Warriors. Hey, il y en a eu assez. Hey, il vient de voir Klay Thompson, son Splash Brother, partir. On peut-tu lui donner quelque chose pour finir sa carrière à lui aussi? Terminé. Passe au suivant. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce programme de la triple menace. Juste avant qu'on se quitte, la semaine prochaine, puisque c'est effectivement le Super Bowl, l'enregistrement arrivera le lendemain. Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même toutes nos réactions par rapport au grand match. Seulement un petit 24 heures plus tard, gros max, rien de trop dramatique. Alors qu'on va se remettre du résultat de ce match-là qui fera l'affaire de certains et le malheur de d'autres. Peu importe, ça va faire le malheur de plusieurs personnes. Man, c'est fou. On a quand même la petite question quiz pour le joueur à deviner cette semaine. Alors pour vous, c'est année de repêchage 2019 qui joue pour les Orioles de Baltimore. Un Américain d'origine avec 37 coups de circuit en 2024. Et la réponse, Félix Forget, est... C'est un gars qui a été annoncé sur la pochette du prochain MLB de show où est-ce qu'on va mettre Paul Skeens, Ellie De La Cruz et ce joueur-là en vedette sur la pochette. On veut mettre les jeunes en vedette. C'est Gunnar Anderson, le jeune joueur l'avant-champ des Orioles qui frappe des circuits à tout bout de champ à Baltimore. Donc, quand même une pochette d'ailleurs qui est très très cool de mettre en vedette ces jeunes joueurs-là, ces jeunes vedettes-là. Puis je pense que c'est une bonne décision quand même qu'on a pris à ce niveau-là. Mais Gunnar Anderson, oui, qui tout un joueur impossible, en fait un probable futur MVP dans sa carrière. Puis je pense que c'est une très très belle carrière qui se dessine pour Gunnar Anderson dans la MLB. Définitivement. Peu importe, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Juste avant, quand même, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission via ces petits segments-là. Bon match la semaine prochaine. Mangez bien, buvez bien, ayez du fun malgré tout et on se rejase la semaine prochaine. Ciao!